Cela se mit à rêver. Là-bas, tout là-bas, à la surface de Cérès, l'un des astéroïdes les plus massifs du système solaire. Cela s'était endormi il y a de nombreux millénaires. Les grands lézards vivaient encore à la surface de la Terre, mais ils ne l'avaient pas intéressé. Car il avait besoin d'énergie mentale d'un autre type, d'une énergie qui pourrait produire de la matière noire. Il lui fut facile de détourner un astéroïde de sa trajectoire pour éliminer les grands lézards et faciliter ainsi l'émergence d'une autre espèce. Une espèce qui serait le lointain descendant d'un petit mammifère prometteur. Cela vit que c'était bon. Cela était un et multiple à la fois. Cela s'était endormi en attente de la moisson. Cela se mit à rêver. Et puis un jour, cela se réveilla. Naïva se réveille en hurlant. Je la prends dans mes bras pour la réconforter. Les moindres parcelles de son corps tremblent. Cela fait 3 nuits de suite que des visions cauchemardesques l'arrachent de son sommeil. Les calmants ne font plus d'effet. Bientôt, elle ira rejoindre les autres sur la plage au moment de la marée haute. C'est inéluctable, disait-on sur la baie de Somme. Dès que l'on commence à rêver, on n'en a plus que pour quelques jours, une semaine tout au plus. Je ne sais que lui dire. Tous deux nous connaissons la signification de ces cauchemars et de leur issue. La marée est haute et les vagues frappent de leurs battements réguliers le rivage. Nous sommes couchés dans le canapé-lit, juste devant la double porte-fenêtre de mon studio. J'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit de mon studio et non d'un studio de location trouvé 2 semaines auparavant sur Internet. Je me souviens de l'annonce. Studio à louer. Avec vue imprenable sur la baie de Somme. Les commentaires des anciens occupants étaient tous élogieux. La vue était à couper le souffle. C'est Ursula, la propriétaire, qui m'a accueilli. On a grimpé au 3e étage pour découvrir un studio coquet, moderne, avec une cuisine américaine. La vue, comme promise, était belle. On voyait toute la baie. Quand j'ai vu pour la première fois la baie à travers les portes-fenêtres, j'ai été étonné. Pas d'eau. On aurait dit le décor du sol d'une autre planète. Ursula m'a expliqué que lors de la marée basse, la mer se retirait totalement de la baie et en marée haute, elle remplissait toute la baie et venait battre quasiment au pied de l'immeuble. Cette rencontre avec Ursula date d'à peine 10 jours. Et pourtant, c'était comme si elle s'était produite il y a des années, dans un autre monde. Ce qui, quelque part, est vrai. À l'époque, j'emménageais pour quelques jours de villégiature à la baie de Somme, dans l'appartement d'Ursula. À présent, je regarde par la double fenêtre d'un studio que je pense mien. Au vu des événements récents, la probabilité est forte d'ailleurs pour que Ursula ne soit plus de ce monde. La mer a atteint son point le plus haut. Nous étions tranquilles. Peu de chance qu'il se produise le drame que je redoute pour Naïva dans les prochaines heures. Le danger survint quand l'eau monte et non pas quand elle descend. Le ressac est puissant. Il est presque minuit et la ville est totalement silencieuse. Malgré les 2 portes-fenêtres fermées, on entend distinctement battre la digue encore et encore. Je tente de consoler ma compagne et je lui dis « Cela va passer. Ce n'est rien. Juste un mauvais rêve. » Je ne peux m'empêcher d'hésiter, car je mens. Et je sais qu'elle sait que je mens.
Mais que voulez-vous faire d'autre? Et ce, d'autant plus que je suis totalement impuissant face à ce qu'il lui arrive. Je sais que si c'était moi qui rêvais, qui serais emprunt à ses cauchemars, je serais sûrement dans le même état qu'elle. Elle se calme peu à peu. Lentement, elle finit par se rendormir. J'entends le ressac des vagues, là-bas, tout en bas, presque au pied de l'immeuble. Je ne parviens pas à détourner mon attention de ce bruit obsédant. En temps normal, il serait apaisant, mais il m'apparaît glauque, menaçant, portant dans son caractère inébranlable quelque chose de fatal. C'est trop insistant, trop imposant pour l'esprit. Il faudrait se résigner à quitter le studio et prendre un des nombreux appartements libres à l'intérieur du village afin de s'éloigner de la baie et de l'horreur dont elle est devenue l'incarnation. Pourtant, paradoxalement, je ne peux m'y résoudre. De toute façon, ce n'est pas parce que nous serions plus loin du littoral que cela nous protégerait. Au contraire, d'après Michel Merchant, qui occupait le grand appartement avec son épouse au-dessus d'une autre, paradoxalement, nous serions même plus avantagés que les autres. Plus on serait près du phénomène qui rend fou l'ensemble de l'humanité, moins on serait sensible à ses effets. Selon Michel, ce serait comme si on était dans l'œil du cyclone, au cœur de la zone tranquille d'une tornade. Malgré tout, être moins assujetti au phénomène ne veut pas dire que l'on en soit immunisé. La preuve avec les cauchemars qui torturent le sommeil de Naïva. 2 jours après notre arrivée à la baie de Somme, le phénomène a commencé. Michel Merchant était sur les lieux lors de la première manifestation du phénomène et il m'a tout expliqué. Un soir où nous nous étions retrouvés dans son appartement, nous étions les derniers à occuper l'immeuble. Michel Merchant travaillait comme sauveteur à la baie de Somme. Voici ce qu'il m'expliquait alors. Nous avons reçu d'abord des appels d'un peu partout. Les services d'urgence de la baie ont vite été submergés. Nous ne comprenions pas ce qu'il se passait. On nous appelait pour nous avertir que des groupes de gens s'enfonçaient loin de la baie pour former une gigantesque chaîne humaine de plusieurs kilomètres. Au début, on a cru à un canular. Puis quand d'autres appels sont arrivés, de Saint-Valéry, de Saint-Clément, bref, de toutes les villes et villages de la baie, on a commencé à s'inquiéter. Surtout que l'on décrivait que la réunion avait lieu assez loin dans la baie, alors que la marée était sur le point de monter. Les gens ne se rendent pas toujours compte du danger que représente la baie de Somme. Les marées sont rapides et les courants impétueux. On a pris l'hélicoptère. C'est du plus bas de la pointe de Lourdel que Paul, le pilote, me fit signe. Et là, je les ai vus. Les gens formaient une gigantesque chaîne humaine d'un bord à l'autre de la baie. Ils se tenaient les uns à côté des autres, le regard tourné vers le large. La marée se déversait sur eux. Certains avaient déjà de l'eau jusqu'à la taille. Ils ne semblaient pas paniquer. C'était comme si tous ces gens avaient décidé de se noyer. Certains avaient les bras tendus. Il y avait des couples de personnes âgées, des jeunes, des familles entières. C'est alors que nous avons constaté que tout le monde n'était pas là volontairement. Une petite fille hurlait alors que la mer avait atteint sa taille. Elle se débattait, elle voulait fuir. Mais un homme et une femme, sans doute ses parents,
la retenait et j'ai vu qu'il lui mettait la tête dans l'eau et appuyait pour la noyer. Un peu plus haut sur la plage, un monsieur âgé frappait avec un bâton de marche une vieille dame. Un peu partout, alors que la mer montait, une partie des gens qui étaient là finirent par se rendre compte de ce qui se passait. Ils allaient mourir noyés. Ils essayaient de fuir, mais les autres les rattrapaient et les tuaient. J'ai vu des gens se battre jusqu'au moment où l'eau a fini par les engloutir. Il n'y avait plus rien à faire, plus rien. Notre hélicoptère s'éleva dans le ciel. Nous voulions fuir cette mer et au moment de faire demi-tour, nous avons aperçu la cause de tout cela, là, au milieu des eaux. Merchant ne parvint pas à continuer son récit. Son teint était devenu blême en se remémorant ce qu'il avait vu alors. Et marée haute, après marée haute, le même phénomène se reproduisit encore et encore. Les gens venaient de partout pour rejoindre la masse de ceux qui se laissaient engloutir par la marée. Il s'agit d'une pulsion irrésistible, d'un appel qui envahit les rêves d'une personne et qui finit par la pousser dans une sorte d'état second, à s'enfoncer loin dans la baie et attendre la marée montante. Naïva s'est rendormie. Son sommeil semble enfin paisible. Le danger est passé. Je me lève. Et dehors, toujours ce bruit inlassable, ce vouch, vouch. Je me tourne vers les 2 portes-fenêtres. C'est irrésistible. Cette envie de contempler l'horizon de la baie, là-bas, tout là-bas, près de la pointe du Hourdel, situé à 20 km à vol d'oiseau, où commence le large. C'est une pulsion irrésistible. Je suis comme un de ces insectes sensibles à la lumière et qui ne peut s'empêcher d'aller vers elle au risque de me brûler les ailes, car tout être ne peut s'empêcher d'aller vers ce qui le dépasse, vers la puissance pure, vers la réalité la plus incontournable. C'est là, je me rappelle, dans un de ces moments de lucidité totale où je pense les choses telles qu'elles sont, la véritable raison pour laquelle je ne quitte pas le studio, non pas par défi, non pas parce que cela ne sert à rien, mais tout simplement parce qu'elle donne vue sur la baie. Une situation idéale pour en contempler l'horizon de chez soi. Un studio avec vue imprenable. Et sa vue est justement imprenable. Je fais la dizaine de pas qui me conduit vers la porte-fenêtre. J'ai l'impression que le bruit des vagues devient plus présent encore, comme si c'était dans le studio que ce bruit éclate. Ce bruit, à la fois m'écœure, me donne envie de vomir et à la fois m'emplit de désir, d'un désir malsain de contempler l'absolu. Comme hypnotisé par ce bruit, j'appuie sur le bouton. Lentement, le volet se relève. Dans l'état où je suis, je ne me préoccupe plus de Naïva. J'ai oublié la présence de la jeune fille. Je dois voir. Il faut que je le voie. Le volet libère totalement la double porte-fenêtre et révèle le spectacle de la baie à ma vue. Le ciel est exempt de nuages. La lune presque pleine brille, illuminant la nuit. Je vois la masse énorme de la mer qui frappe la digue. Ma respiration s'accélère.
et mon regard se tourne vers l'horizon et je l'aperçois. La cause de tout. Je vois celui qui provoque les cauchemars, celui qui lance son appel à travers les rêves, un appel à le rejoindre. La lune jette sa lumière sur une créature gigantesque qui émerge de l'eau. Une créature colossale de plus de 30 mètres de hauteur qui donne l'impression, en la contemplant, de se retrouver en présence d'une entité datant des âges les plus sombres du cosmos. Elle est constituée d'une matière étrange, une matière noire, sombre, qui semble dotée de sa propre vie. Une matière qui n'est pas pleine comme la matière ordinaire, mais une matière vide et qui pourtant existe. Elle grouille à la surface de la créature, animée d'un mouvement étrangement obscène, effrayant. Les remous de cette peau vous mettent mal à l'aise et en même temps, paradoxalement, exerce un attrait irrésistible. Telle est la vraie forme du sacré, à la fois terreur et attraction. La matière noire est à la base de tout, le fondement de tout, et est aussi en nous. Elle est le constituant du vide abyssal du cosmos, qui un jour absorbera dans son gouffre affamé toute forme d'existence. La créature lance son appel et éveille chez les rêveurs leur propre matière noire qui se tient là, au cœur de nos âmes. Cela résonne, vibre, provoque des cauchemars. C'est seulement en fusionnant avec elle, en la nourrissant, que nous trouverons la paix. C'est ce que promet son appel. En la regardant, je sais qu'elle me regarde aussi, au plus profond de l'abysse de mon être, qu'elle est en moi et éveille ainsi ma propre matière. Elle me possède et sur la terrasse d'un studio qui ne m'appartient pas et dont la vue est imprenable, je ne peux détourner mon regard de cette créature affamée qui me veut, me désire, comme jamais rien d'autre auparavant ne m'a désiré. Je me sens à la fois important et dérisoire face à elle. Qui suis-je ? Je ne sais plus qui je suis. Celui qui dormait s'est éveillé. À présent, nous vivons tous dans son cauchemar. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore tenir. Je sens monter en moi l'appel. Et comme Naïva, bientôt, je me mettrai aussi à rêver. Et nous nous laisserons engloutir dans le néant pour rejoindre la matière noire de ce monstre.